Moi, c'est Aurélie, je suis éducatrice spécialisée de formation, grande voyageuse dans l'âme, je sais pas trop ce que je peux dire d'autre. J'ai 33 ans bientôt, ça fait mal. Voilà. En gros. Et donc, du coup, tu es parti à Katmandou pendant ton stage de fin d'année, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc en éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, parce qu'il y a aussi éducateur physique. En fait, on nous donnait l'occasion de partir, 4 mois pour pour notre stage de fin d'études, notre dernier de la dernière année. Donc c'est 360 heures si je me rappelle bien, parce que c'était il y a un petit temps quand même. Et donc comme j'aimais déjà voyager à ce moment-là, le fait qu'on me dise, «Ah, tu peux partir pendant 4 mois pendant tes études», j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, donc j'ai décidé de partir à Katmandou. Et t'as été aidé par ton école, par un organisme, ou t'es parti par tes propres moyens, du coup Alors en fait, dans mon autre école, il y avait moyen de demander une bourse, pour partir à l'étranger. Ça dépendait des revenus de tes parents, hein, comme chaque bourse. Du coup, moi, j'ai quand même eu droit à une petite bourse, de je crois 250 € ou 300 €. C'était le plus bas qu'il y avait. Donc j'étais déjà contente parce qu'on m'avait jamais donné de l'argent comme ça. Donc voilà, et sinon pour ton stage, il fallait se débrouiller. et pourquoi t'as choisi le Népal? Alors ça, c'est un bizarrement, c'est un peu par dépit, dans le sens où, en fait, je devais partir avec une amie. Donc non, à la base, je voulais partir à Tahiti, mais je voulais pas partir toute seule parce que, non, pas à Tahiti, Haïti. Mais bon, comme c'était très compliqué là-bas avec tous les problèmes qu'ils ont eus et tout ça, j'avais peur de partir toute seule et de me retrouver vraiment dans un stage super compliqué, psychologiquement. Et donc j'ai demandé à une amie de venir avec moi, et elle, voulait pas aller là, mais elle aimait bien l'Inde et moi j'aimais bien les montagnes, et donc on a décidé de partir au Népal. Sauf qu'elle, en dernière minute, a décidé de plus partir. Donc je suis quand même partie, mais toute seule. Et c'était une amie qui faisait les mêmes études que toi, ou pas du tout? Si, c'était une amie qui était avec moi, dans le même, cursus. Et t'es parti combien de temps là-bas? 4 mois. Donc, mais avant ton départ, t'as dû faire des vaccins ou des passeports et tout ça? Du coup, j'avais mon passeport déjà, hein, comme j'aimais bien voyager, mais oui, il faut son passeport. Le visa, il y a moyen de le demander ici, sauf que du coup, c'est un visa de 3 mois qu'on peut avoir maximum à l'ambassade, ici. Donc sur place, j'ai dû, me rendre, je sais plus où, dans un truc du gouvernement là-bas, pour en fait faire une demande de prolongation. Donc on a droit à 6 mois maximum par an. Donc j'ai demandé 1 mois en plus, sur place. T'as dû faire des vaccins ou quelque chose comme ça avant ton départ? Bah, déjà, faut se remettre en ordre parce que, oui, le tétanos et tout ça, on le fait à l'école, mais après on le fait plus. Donc ça, voilà, quand c'est clair qu'on part à l'étranger, c'est le genre de vaccin qu'on refait d'office. Il y a pas de vaccin, je pense, obligatoire pour le Népal, mais bon, après, il y a des vaccins qui sont quand même, heu, fortement conseillés, comme les hépatites et tout ça. Et avant ton voyage, ton budget, avant de partir et pendant ton voyage, ça t'a coûté combien d'argent, plus ou moins, pour ces 4 mois? Mais là, du coup, comme c'était il y a, longtemps, je me rappelle pas spécialement. Je dirais, 1 000 €, quelque chose comme ça. Mais je sais plus combien c'était mon billet ni rien, mais je pense que moi, je suis partie avec 1 000 € sur place, même moins, je pense. Et en fait, après, comme j'étais pas à Bruxelles, ma maman m'a donné mes allocations familiales, et donc moi, j'ai survécu après avec mes allocations familiales. Donc, tu avais 1 000 € à toi d'argent de poche et tu avais un subside de l'école, c'est ça? Ouais, de plus ou moins 1 €. 300, je crois que c'était 300, quelque chose comme ça, 320 peut-être. Et voilà, et puis je pense que j'avais 800 €, je crois, quelque chose comme ça, que j'avais pris avec moi, donc voilà, et puis après j'ai eu mes allocs. Et du coup, pour passer les douanes et tout ça, t'as eu pas de Non, problème. non, aucun problème. Tout allait bien. Par Voilà. exemple, en Australie, tu es obligé d'avoir de l'argent sur un compte bloqué comme ça. Est-ce que c'est le cas pour le Népal? Non, Pas du tout. non. Qu'est-ce que tu as importé comme affaire? Du coup, c'était il y a 10 ans, donc je me rappelle pas exactement ce que j'ai pris comme affaire. Mais voilà, après c'est clair que, je vais plutôt me baser sur comment je fais mon sac à dos de manière générale peut-être. C'est, juste, je pense souvent à prendre une semaine de vêtements ou 10 jours de vêtements.
Je fais ma lessive sur place à la main généralement. Bon voilà, après quand on a un peu plus de budget, on peut très bien se payer des petites lessives, à gauche et à droite quoi, mais bon, c'est vrai que quand on a moins de budget, on apprend à les laver à la main. Donc généralement, moi, je pars avec une semaine, 10 jours de vêtements. Voilà, je vais peut-être prendre une robe, pour, si je sors, mais et j'achète généralement sur place. Si j'ai besoin d'un savon, je vais pas le prendre avec, je vais plutôt l'acheter sur place. Des médicaments, je vais pas les prendre avec, bon, voilà, j'ai une petite pharmacie quand même. Généralement, je prends quand même une petite pharmacie, mais voilà, tout s'achète sur place, en fait. Il faut pas souvent, on a tendance à vouloir prendre avant de partir parce que ça nous rassure, mais en fait, on peut tout acheter sur place et c'est moins cher et donc ça vaut pas toujours la peine de bourrer son sac à l'avance, et de ensuite pas utiliser certaines affaires aussi. Donc toi, tu étais en mode sac à dos plutôt que valise, quoi. Ouais. Tu as prévu un logement avant ton départ? Est-ce que tu avais déjà prévu avant ton départ pour ton stage? Comment t'as prévu ça? Alors en fait, pour mon stage, j'avais demandé une dérogation parce que je voulais aller à 2 endroits différents. Donc je voulais d'abord aller donc c'est toujours dans la vallée de Katmandou, mais je voulais d'abord aller, ah bah non, c'était pas dans la vallée cette fois-ci. C'était, donc dans un orphelinat qui est à l'extérieur de la vallée de Katmandou, les 2 premiers mois, je voulais aller là-bas. Mais donc là-bas, j'étais logée, nourrie, voilà quoi, en échange du travail et puis après les 2 mois d'après, c'était dans la vallée de Katmandou et là, c'était aussi un orphelinat que j'avais trouvé et là aussi tu es logé, nourri et tout ça. Seulement en arrivant sur place, en fait et en allant, faire mon stage, dans les montagnes là, en fait, je me suis rendu compte que c'était du bénévolat, donc enfin du bénévolat dans le sens, travail manuel, donc je construisais des choses et tout ça, sauf que moi, j'étais en stage d'éducateur, en accompagnement psychoéducatif, donc je devais être en contact avec des enfants et pas faire, construire des murs. Donc après 4-5 jours, en fait, je suis retournée à Katmandou et le monsieur chez qui j'étais, donc mon employeur, je sais pas comment on peut dire, mon maître de stage, m'a en fait aidé à trouver un autre stage, et moi je voulais travailler avec les enfants des rues, donc j'ai trouvé un stage avec les enfants des rues et je suis repartie des montagnes avec un autre bénévole qui c'était pas trop son truc, non plus, qui m'a emmenée dans une auberge de jeunesse et en fait, je me suis arrangée avec le patron de l'auberge de jeunesse pour, vivre, dans une chambre toute seule et lui payer par mois un petit loyer. Un endroit où c'était une auberge et le lieu où tu travaillais avec les enfants des rues, c'était un autre établissement? Où Ouais, c'était la c'est ça. Moi, je vivais dans l'auberge jeunesse et donc comme si je louais, je sais pas, un appart, quoi, sauf que c'était ma chambre, quoi et après j'étais à 40 minutes à pied de mon lieu de stage qui était en fait un abri pour enfants des rues. Et tu peux un peu nous raconter un peu comment c'était dans cet abri pour orphelins? Qu'est-ce que tu as fait concrètement là-bas? Ben, en fait, c'est très compliqué en tant qu'étranger, déjà parce que, bah, on est blanc, donc on arrive déjà enfin, allez, les gens ont des a priori par rapport à nous parce qu'on est blanc et il y a la barrière de la langue, le fait que je sois une femme aussi. Donc il y avait tout ça quand même qui rentrait un peu dans quelque qui rendait les choses un peu plus compliquées. Maintenant, ben, moi je suis quelqu'un qui, est fort dans l'adaptation et tout ça. Donc je vais vraiment essayer de m'adapter et heureusement, en fait, aussi à l'école, on nous avait dit quelque chose qui m'était resté dans la tête, c'est, on n'était pas là pour être des colons, donc on n'était pas là pour vouloir changer les choses, on était là pour apprendre d'eux. Et donc moi, j'ai vraiment gardé ça en tête parce que c'est vrai que si je comparais effectivement leur manière de travailler ou leur manière de faire les choses, ça n'avait rien à voir avec effectivement la manière de travailler de chez nous, quoi. C'est un sacré bordel, disons-le. Et par rapport à la barrière de la langue, en fait, je me suis rappelé aussi donc dans la communication, la majorité passe pas par la parole. Une grosse partie passe par, le physique, et l'intonation. Donc moi, j'ai appris le népalais, en fait, avec, des propriétaires de l'auberge de jeunesse qui m'ont aidée à répéter mon alphabet et tout ça, parce que je voulais communiquer avec les enfants avec la langue. Mais j'ai vraiment axé, en fait, mon attitude, vraiment dans le jeu, dans l'échange, dans, le fait d'aller chanter avec eux, de manger, le dalbat, donc la nourriture, traditionnelle là-bas, comme eux, donc avec la main. Il y en a même qui m'ont nourrie à la main, où là, je me suis dit: «OK, je suis vaccinée, tout va bien, il va rien m'arriver». Mais voilà, j'ai vraiment essayé d'être dans une communication différente, par rapport à eux. Après, c'est sûr que c'était un abri,
Donc les enfants pouvaient rentrer et sortir comme ils voulaient. C'était vraiment, c'était quelque chose, ouais. Et qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as pu leur rapporter? Qu'est-ce que eux ont pu t'apporter, cet échange? De toute façon, quand tu fais du social, juste le fait d'être là à côté de la personne, c'est déjà énorme, en fait. C'est comme je dis souvent, quand on croise un sans-abri dans la rue, juste lui dire bonjour, en fait, ça change tout. Donc si parfois on s'attend à des actes vraiment posés, avec du changement, mais le changement, allez, c'est très, très subjectif, quoi. Enfin, juste le fait d'être là avec eux et de jouer avec eux, ils se sont peut-être déjà sentis avoir de la reconnaissance vis-à-vis de moi qui est étrangère et qui essayait de rentrer dans une communication avec eux. Voilà, je sais pas moi ce que je leur ai apporté. Moi, c'est clair qu'ils m'ont apporté beaucoup parce que, bah, enfin, culturellement, le Népal, ça, c'est quand même quelque chose, quoi. Surtout si on essaie vraiment, vraiment d'y aller culturellement et vraiment, vraiment de s'adapter à la culture locale, je pense que j'ai essayé de le faire. Je sais pas, je pourrais pas dire exactement ce qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont apporté beaucoup, c'est sûr. Le Népal, de manière générale, ce voyage-là m'a apporté beaucoup. Moi, je sais pas ce que je leur ai apporté et je suis pas venue là pour changer les choses. Je suis vraiment venue là pour être là. Je sais pas Et si du ça coup, répond tu un es peu. resté avec eux, 2 mois, c'est ça, dans cette auberge? Enfin, dans cette, refuge? 4 mois. Et au-delà de ça, tu as aussi un peu voyagé dans le pays? Tu as rencontré, des familles? Tu as été dans une famille d'accueil ou quelque chose comme ça? En fait, non, donc moi, j'ai vécu dans l'auberge de jeunesse, mais du coup, comme j'aimais bien, me balader dans la rue, donc aller déjà je marchais de chez moi à mon auberge de l'auberge de jeunesse à, mon travail, c'était déjà 40 minutes à pied, tu vois? Là où j'aurais pu, prendre un taxi, voilà, comme une petite blanche, quoi. Bah, non, j'ai décidé de marcher parce qu'en fait, j'aimais bien marcher à travers tous les commerces, regarder comment ça grouillait, enfin vraiment, respirer l'endroit, quoi, et vivre l'endroit. Et en fait, en faisant ça, à un moment donné, je suis tombée j'ai regardé dans un magasin et là, la dame m'a dit, «Sit», tu vois? Genre, donc «assis-toi», mais donc en népalais, c'est «bosnus», et donc «bosnus», c'est une invitation à s'asseoir, mais quand c'est traduit en anglais, ça fait très agressif, ça fait «sit». Ah si, quoi. Et ouais, et voilà, c'est ça, «assis-toi», donc c'est plutôt une invitation, mais voilà, moi je l'ai un peu pris comme: «OK, ça va, je cite». Et puis après, en fait, cette dame, au fur et à mesure, m'a invitée à boire d'abord le thé chez elle et puis, m'a invitée à venir manger chez elle et puis ils m'ont invitée, dans leur village et puis en fait, c'est devenu ma famille que j'ai encore vue, l'année passée. Hem, voilà, ma famille de cœur, mais j'ai pas, j'allais dormir chez eux parce qu'évidemment pour eux, c'est l'accueil, c'est vraiment culturel chez eux. Accueillir les gens chez eux, c'est énorme. Ils adorent ça, mais après je vivais dans mon auberge de jeunesse, quoi. C'était ma maison, quoi, l'auberge de jeunesse, si tu veux, et puis de temps en temps, j'allais dans ma famille quand j'avais envie, quoi. Donc oui, j'ai rencontré pas mal de gens. Je me suis fait beaucoup d'amis aussi sur place. Du coup, tu as commencé à tisser des liens avec cette dame et tout ça, qui t'a un peu accueilli, chez elle? C'est Heu, ça, avec ma petite famille. Et puis mes amis, je me suis fait une meilleure pote népalaise aussi, des amis népalais, voilà, c'était vraiment cool. Tu m'avais dit que tu étais retourné à son mariage, c'est pas ça? Bah, ma meilleure pote népalaise, l'année d'après, m'a invitée à son mariage, ouais. Elle m'a mis à l'entrée de son mariage, pour faire namasté à tous les gens qui passaient. Évidemment, on est fiers, hein, on a une amie blanche, on la met devant, comme ça tout le monde la voit. Un peu la mascotte, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'était marrant parce que du coup, les gens passaient devant moi et ils faisaient: «Hi Ellie!» Puis ils rigolaient, genre comme si je les connaissais, alors que pas du tout, mais bon, c'était marrant. OK. Tu pas dû contacter d'ASBL ou d'employeur, pour ton stage et tout ça, tu l'as fait un peu au Si, feeling hein. au final? Si? Bah, si, du coup, on avance. Donc nous, à l'école, éducateur spécialisé, c'est 3 ans de formation, et donc tu pouvais partir en troisième de septembre à décembre. Donc si tu voulais faire ton stage à l'international, en fait, en deuxième, tu rentrais déjà dans un programme, supplémentaire, et donc tu avais des heures supplémentaires avec un prof international, quoi, qui, en fait, «t'accompagnait» entre guillemets. «T'accompagnait», c'est un grand mot, mais en fait, on avait des dossiers à rendre, des documents de motivation, on a dû faire signer notre convention de stage, on a dû, voilà, on est ils nous ont c'est allez, je sais pas si c'était accompagné parce qu'ils nous donnaient pas, ils disaient pas: «Voilà, postulez là». C'était à nous de trouver nos stages, c'était à nous de rendre nos papiers à heure et à temps, de faire tous ces documents, de donner notre motivation,
Et après, eux nous disaient: «OK, vous pouvez partir ou pas partir», en fait. Et après du coup, en septembre, là, on partait septembre à décembre et puis en janvier, on revenait et ils là, on était dans une classe internationale, en fait. Donc c'était tous des gens qui étaient partis comme moi, en EDUXP, en stage à l'étranger et ils nous mettaient dans une classe. Tu peux un peu nous expliquer un peu ton itinéraire que tu as fait, où tu étais vraiment tout le temps resté à Katmandou ou bien tu as été, tu un peu bougé de village en village vite fait ou tu as eu le temps de faire ça? En fait, du coup, quand je suis, arrivée quand même avec une amie, qui elle était plus en vacances, quoi. Donc on a d'abord, un peu voyagé à 2, donc on a été à Pokhara, qui est du coup, la ville un peu balnéaire avec un lac où, il y a le départ des Annapurna, donc c'est beaucoup plus touristique. Et c'est un côté un peu plus balnéaire, un peu plus cool. Et puis après, on a été à Chitwan, donc c'est la jungle, si tu veux. Et là, il y a un parc national où tu peux aller faire des activités en mode jungle, quoi. Donc ça, j'ai fait avec elle. Et puis après, du coup, à Katmandou, donc pour mon premier stage, j'ai été dans les montagnes, je ne sais pas où. Du coup, je suis revenue à Katmandou. Puis plusieurs fois, j'ai été par moi-même dans un monastère, le monastère de Namo Buddha, qui est à l'extérieur de la vallée, quand j'avais besoin d'un peu me ressourcer, quoi, voilà. Et puis ma famille de cœur m'a invitée dans son village, qui était du coup à Sidupalchok, aussi paumé dans les montagnes, je sais pas, 9 heures de bus là. Et la vallée de Katmandou, quoi, qui est quand même déjà une belle petite cuvette. Tu me disais que pour faire des rencontres là-bas, c'était assez facile? Tu t'es sentie accueillie ou, Ouais, en fait, bah, du coup, c'est vrai que les gens sont super accueillants, d'ailleurs, les Népalais sont connus comme ça. Maintenant, je pense que, ça dépend aussi comment on est. Moi, c'est vrai que quand je suis partie, en voyage, ben, j'étais pas, quelqu'un qui avait beaucoup d'argent sur soi, voilà, j'étais, très roots et tout ça et je pense que ça, ils le sentent aussi, et que du coup, ça change l'approche qu'ils ont de toi, tu vois? Généralement, c'est vrai que dans plein de pays, quand on voyage, on voit souvent les étrangers comme des walking wallets, donc des portefeuilles qui marchent. Donc voilà, je pense que n'importe qui a déjà voyagé dans des pays un peu plus, précarisés ou enfin voilà, ont déjà ressenti ça. Et moi, j'avais pas envie d'être ça, en fait. Moi, j'étais là pour rencontrer les gens et donc je pense que ça dépend aussi, vraiment comment on est. Et puis, ben, sur place, ben, je me suis fait plein d'amis népalais hommes, et parce que je pense que je leur ai montré directement que moi, j'étais leur pote et que j'étais pas autre chose. Parce que là aussi, effectivement, ben, une fille, blanche, ils savent très bien qu'on est plus ouverts, chez nous, pour plein d'autres choses, rien que les bisous, je vais être sympa, mais voilà. Et du coup, ils en profitent, ils essayent, sauf que, ben, moi, voilà, moi, j'étais une pote et donc je voulais montrer ça depuis le départ et c'est vraiment bien passé, donc c'est vraiment chouette. tu mis des J'ai des limites amis que j'ai revus. Hein? tu mis des limites assez vite, par rapport à ça ou quoi? Bah, je pense que ça dépend vraiment de ton attitude aussi et de ce que tu dégages, quoi, je pense. Je pense vraiment que c'est ça et puis, bah, effectivement, si tu es quand tu vas au resto ou que tu vas quelque part avec, tes potes ou ta famille d'accueil, si à chaque fois tu sors le billet et que tu payes, ils vont en profiter, c'est sûr, ils vont vite comprendre que ça va pour toi. Alors que, bah, on n'est pas c'est vrai qu'on a plus d'argent qu'eux parce qu'on a un niveau économique plus élevé, mais, ça veut pas dire que moi je suis plus riche qu'eux, en fait, dans mon pays. Alors oui, on peut voyager, on a cette chance-là, mais c'est encore différent aussi, c'est le passeport qui est plus fort donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et que ça dépend vraiment, de l'attitude, générale, quoi. Et niveau prix, tant qu'on est à ce niveau-là, donc le prix de la vie, des transports, des restaurants, des «loisirs» entre guillemets, ça va encore? Bah, du coup, il y a 10 ans, c'est clair que ça allait. Là, je suis retournée l'année passée, c'est déjà plus le même budget. Bah, le covid, il a foutu un peu tout le monde, comme chez nous, tout a augmenté, en fait, là-bas aussi. Katmandou a changé d'ailleurs. Bah, Katmandou est plus cher que Pokhara, alors qu'avant, c'était l'inverse, c'était Pokhara qui était plus cher que Katmandou. Donc après c'est sûr que ça reste pas cher. Il y a si on veut, on peut dormir pour 8 €, comme on peut dormir dans un hôtel, un peu plus luxueux pour, 35 €. Voilà, c'est reste quand même des budgets qui sont complètement différents. Maintenant, ça dépend toujours, quelqu'un qui voyage
allez, qui voyage longtemps et qui dépense 35 € par nuit, ah, il va vite le sentir passer, hein, et d'office dépenser, je sais pas 4 balles, j'en sais rien, 5 balles, parce que sinon ça va lui coûter trop cher. Avant, il y avait moyen de manger pour 1 €, maintenant, j'avoue que moi l'année passée, j'ai pas vraiment bah, après c'est sûr que c'est moins cher que chez nous, hein, si on compare, mais ça dépend. Ouais, ça en moyenne, c'est 5 balles, allez, maintenant. Ça reste abordable pour un Européen, En vacances, oui, mais ouais. pas en voyage. Point de vue culture locale, tout ça, qu'est-ce qui t'a un peu marqué, une tradition un peu qui t'a un peu marqué? Au niveau tradition, c'est sûr que, bah, il y a plein de choses qui m'ont un peu marquée. Maintenant, c'est vrai que ce qui est marrant, c'est quand ils fêtent leurs anniversaires, en fait, ils prennent des gâteaux, ils ont vraiment des gros gâteaux, bien kitsch et en fait, du coup, la personne qui fête son anniversaire te donne un morceau de gâteau à la main que tu dois manger et c'est une bénédiction et puis après toi, tu redonnes, en fait, un morceau de gâteau à la main et souvent, ils s'amusent même à s'en mettre dans le visage. Mmh. Donc voilà, c'est assez, c'est assez marrant et sinon, bon, après, c'est vrai que quand j'étais au village, en fait, quand ils m'ont invitée au village et que je suis restée 4-5 jours, là, c'était l'anniversaire du grand-père, en fait, donc c'était super impressionnant parce que tout le village était là. Ils avaient décoré l'intérieur de la maison en torchis, de bouddhistes et il y avait des moines qui priaient. C'était vraiment, je vivrai plus ça, je crois, de toute ma vie. Je crois que c'était vraiment, un souvenir que enfin, c'est quelque chose que je vivrai plus, je suis sûre. Et bon, là, évidemment, il y avait pas de gâteau et ils s'en mettaient pas plein, le visage, quoi. C'était beaucoup plus solennel et beaucoup plus respectueux, quoi. Mais c'était vraiment impressionnant aussi, Je disais qu'il y avait quelqu'un qui, s'était déguisé à un moment donné, en dieu et alors on était tous en bas autour de lui et en fait, il dansait et alors il fallait lui donner de l'argent, enfin, c'était quand même quelque chose, c'était chouette et dormir à 10 dans une pièce aussi, c'était marrant. Avec son GSM dans une poche, dans son caleçon avec son argent, tu vois? Ah ouais, comme ça, ouais. Ouais, ouais, bah, on sait jamais, hein, en même temps, hein, Et du coup, au niveau, pour la culture, le bouddhisme est très présent là-bas? Ouais, alors en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est l'hindouisme qui est la religion la plus répandue, mais moi, en fait, dans ma famille, ils sont bouddhistes, donc du coup, c'est pour ça, je pense que j'ai beaucoup vu ça et le quartier où je vivais, ça s'appelle le quartier de Swambu, ou donc le Monkey Temple, donc le temple des singes, la montagne des singes et là, en fait, c'est aussi bouddhiste, en fait, donc je pense que c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup plus vu, du bouddhisme, mais je sais que la religion la plus répandue, c'est l'hindouisme. Mmh, c'est assez sauvage là-bas par rapport, aux animaux, aux Heu réserves naturelles, En dehors de Katmandou, quand même, je trouve que c'est assez sauvage. Mais bon, Katmandou, c'est d'ailleurs, ils l'appellent Desmandou, les Népalais. tu dis c'est ils appellent ça poussiéreux à cause du fait que ce soit plus ville, urbanisé ou bien plus, rural du coup? Plus, Non, c'est très poussiéreux sur place, même dans la ville. C'est vraiment il y a une poussière, en fait, Katmandou, c'est dans une cuvette et donc tu as Katmandou, la ville de Katmandou et puis tu as d'autres villages qui sont plus des villages actuellement, tu vois? Qui sont dans cette cuvette de Katmandou. Et du coup, ça ouais, c'est si tu vas, là-bas, avant la saison du pluie, tu meurs sous la poussière, quoi. mmh C'est très, pollué, c'est très, poussiéreux, et donc même les Népalais l'appellent Desmandou, quoi, tu vois? Parce que justement, c'est voilà, il y a pas vraiment de dans la vallée de Katmandou, il y a pas vraiment, vraiment de nature, quoi, tu vois? Il faut sortir, de la vallée quand même. OK. Et là, oui, bah, tu es à l'Himalaya, quoi. Et toi, tu fait des randos? Pas cette fois-là, du coup, quand je suis retournée, hein. J'ai fait des randos là-bas, ouais. Il y a toute une période où il y a eu des tremblements de terre et toi, apparemment, de ce que tu m'as dit, c'est que tu as été, avant et après C'est ça. et tu peux un peu nous expliquer un peu ça? Ouais, bah, donc du coup, quand je suis restée les 4 mois, donc moi, je suis partie, fin décembre et il y a eu le gros tremblement de terre, je crois que c'est le 25 avril, hem, 2015 du coup, qui a eu lieu. Le très gros tremblement de terre de magnitude, je sais plus, genre 8 ou 9 je crois, quelque chose comme ça. Donc pour moi, ça a été super dur parce que, bah, ma famille m'appelait en pleurs. Hem
ben, ils m'envoyaient des photos d'eux en train de dormir dans des tentes, enfin bon, c'était assez enfin, pour moi, c'était super dur parce que je me sentais impuissante, je savais pas trop quoi faire, et voilà. Bah, c'est là, je pense, plus ou moins à cette période que j'ai, lancé donc j'ai fait une expo photo des photos que j'avais faites, au Népal et en fait, j'ai vraiment essayé de faire au moins cher et d'envoyer le plus d'argent possible sur place. Donc j'ai envoyé 600 € dans des assos que je connaissais, chez des gens de ma famille enfin voilà, vraiment des gens, je savais qu'ils allaient l'utiliser, enfin pour eux, à bon escient ou des choses comme ça. Et puis après, en fait, du coup, bah, il y avait donc ma meilleure pote népalaise qui se mariait en septembre. Donc moi, je suis retournée en septembre. Donc c'était du coup, mai, juin, juillet, août. Donc 4 mois après le tremblement de terre, je suis retournée. Et donc c'était bizarre parce qu'en fait, on sentait que la ville avait été, allez, on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était effondré comme ça. Mais ils ont toujours cette force et cet espoir comme ça. Enfin, il y a quelque en fait, dans Katmandou, il y a quelque chose allez, après bon, il y a des gens, ils supportent vraiment pas Katmandou et je comprends, hein. Mais il y a vraiment quelque chose de bienveillant et voilà, ça respire vraiment l'hindouisme et le bouddhisme, c'est vraiment, voilà. Et là, vraiment, quand je suis retournée, on sentait que cette chose s'était un peu effondrée, mais que c'était encore là, quoi, qu'ils étaient quand même là, pleins d'espoir et tout ça. C'était assez, triste parce qu'il y avait plein de lieux historiques qui s'étaient effondrés. Ils ont des temples en bois qui se sont effondrés, ils ont des symboles qui se sont effondrés. Donc ça, c'était un peu dur. Il y avait encore des gens qui dormaient dans des tentes, enfin voilà quoi. Et bon, et ma maman népalaise aussi, du coup, a reçu un caillou sur la tête et du coup, ils ont découvert qu'elle avait un cancer. Et donc je suis retournée, elle était en mode chimio et tout, enfin voilà, c'était assez intense pour moi quand je suis retournée entre le mariage de ma meilleure pote, qui était complètement stressée, ma maman népalaise qui était malade et toute cette atmosphère quoi, enfin c'était assez, c'était quelque chose, mais voilà, c'est quand même un peuple qui est hyper fort et hyper, résilient, ils sont ouais, c'est impressionnant. Et tu as des nouvelles, de ta maman népalaise, après sa chimio? Tu sais si elle va mieux? Ouais, ouais, ils vont bien, hein, moi je les ai vus l'année passée, hein. Donc elle Elle a était contente, ses cheveux ont repoussé, quand ses cheveux repoussaient, elle me montrait, hein: «Ah regarde mes cheveux repoussent», OK, voilà donc quoi, c'est tout va mignon bien quoi. alors pour elle? Ouais, ça va, elle a fait sa chimio et tout, donc ça va beaucoup mieux quoi. OK. Tu as été dans des temples bouddhistes, c'est ça que tu m'avais dit? Donc tu es Mmh assez mh. intéressée par cette culture-là? Bah, oui, du coup, ils m'ont appris plein de choses, ils m'ont montré des rituels, ils m'ont quand même enfin, voilà et puis, bah, j'ai été baignée dedans. En fait, si je prends tout le temps où je suis restée au Népal, je suis restée, 10 à 11 mois en tout donc j'ai quand même eu le temps de voir ça un peu plus près. Puis j'étais dans le monastère bouddhiste, enfin voilà. Après vraiment, là, c'est que depuis que je suis rentrée en Belgique enfin depuis 1 an ou 2 en fait, je vais dans un monastère bouddhiste à Huy, donc en Belgique et là, en fait, j'apprends un peu plus sur ça, quoi. Sur les concepts bouddhistes et tout ça? C'est ça, c'est super compliqué, ils ont vraiment plein de trucs, mais c'est super intéressant parce que là, du coup, c'est vraiment un institut, donc il y a des rituels en place et par rapport à des dieux ou même pas spécialement par rapport à des dieux et donc tu apprends vraiment pas mal de choses, c'est super intéressant. Tu peux un peu nous raconter un peu une anecdote un peu folle que tu as vécue là-bas? Heu, J'imagine pas j'y avais pas d'idée, maintenant j'ai une idée, parce que j'en ai plein des folles, hein, mais parce que j'ai fait la folle, quoi, évidemment. Mais le plus fou, c'était, quand, du coup, je vivais dans cette auberge de jeunesse qui était, donc énorme et en fait, l'accueil de l'auberge de jeunesse était pas au rez-de-chaussée, l'accueil était au 3e étage et donc il y avait un gars qui travaillait là, qui dormait, dans l'auberge de jeunesse et donc quand moi je rentrais de soirée, en fait moi ma chambre était au rez-de-chaussée et donc parfois, moi, quand je rentrais de soirée, bah, je rentrais de soirée avec des potes et puis en fait, je leur disais de se cacher et alors je sonnais, donc le mec arrivait, il m'ouvrait la porte et puis moi je faisais genre, j'allais dans ma chambre et puis après je revenais, j'ouvrais la porte et j'étais là: «Venez, venez, venez, venez!» ou bien grimper des grilles quoi, ça j'ai fait blinder, pour, rentrer, dans mon auberge jeunesse ou même rentrer à mon hôtel à Pokhara, avec ou sans des Népalais, qui étaient mes potes quoi. Donc c'était marrant, on faisait des soirées dans ma chambre, c'était assez drôle. Voilà.
Et tu t'es pas fait genre, attraper, engueuler pour ça? Non, non, ils m'ont jamais capté, hein. Enfin, ouais, moi, ils ne m'ont jamais capté. Ils m'ont jamais OK. capté. Puis au pire, ils m'auraient capté, une fois, je sais pas, un matin ou quoi, sortir, le bout de mon nez, de ma chambre avec un nez palais, ben, eux, ils s'imaginent d'autres trucs, quoi, donc tant pis pour eux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? Bah, là, je travaille dans une assoce, qui accompagne des gens qui ont des problématiques liées au logement. Donc je vais chez les personnes, en gros. Et tu as des projets pour, la suite? En fait, j'aimerais bien créer ma ferme d'insertion sociale. Donc voilà, puis j'ai eu même l'idée, donc je me disais de créer une ASBL, pour pouvoir faire ça. Là, je suis en train de me former pour être prof de yoga et j'aimerais bien faire ça aussi. Et je me disais: «Bah, tiens, peut-être que si j'ai une ASBL, je pourrais peut-être enfin faire un petit contrat à mon petit frère népalais pour qu'il rapplique sa fraise ici au lieu de travailler à Dubaï». Ah ouais, tu Et travailles à puis Dubaï? Tu travailles dans le bâtiment, quelque chose comme ça? ouais, c'est ça, il travaille dans le bâtiment, ouais. OK, ouais. Ouais, je connais un peu. Ouais, je Heu, pense que tout le monde connaît un petit peu. Ça, c'est un peu, mais je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les questions. Est-ce que tu as encore envie de voyager? Là, j'ai quand même déjà, fait, tous mes gros projets que j'avais, donc c'est assez cool, mais effectivement, ça reste, hein, il y a rien à faire. Depuis que j'ai 17 ans, je voyage et en fait, je crois que ça s'arrêtera jamais. Tu avais fait un petit tour du monde avec ton copain, ton ex-copain, non? Assez cool. On était partis, hem, donc on est partis ensemble, pendant 5 mois et puis lui, du coup, comme il était pas très sac à dos, roots et tout, il est parti travailler en Australie et donc moi, j'ai continué, à voyager toute seule. Et puis pendant genre 3 mois, puis le covid est arrivé, et en fait, lui, il était en vacances avec moi à ce moment-là, donc on est rentrés à cause du covid. Mais moi, du coup, j'ai terminé le voyage l'année passée parce que c'était mon rêve, en fait, de faire ce voyage. Donc voilà, Tu avais été jusqu'en Argentine, c'est ça, jusque c'est ça. à la pointe? Ouais, j'ai fait la Patagonie l'année passée et puis, le désert d'Atacama. Heu j'ai fait la Colombie du côté de Carthagène et puis, le Mexique et puis je suis retournée au Népal. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est déjà pas mal, hein? c'est déjà pas mal. C'est déjà pas J'ai calculé, je crois que j'ai voyagé en sac à dos, hein. J'ai mis bien en sac à dos, je crois que j'ai fait 30 pays. Tu peux nous commenter un peu cette photo-là? Et attends, je la partage d'abord. Ça, c'est un monastère, ça? Ouais, il y a un monastère, mais c'est plus vraiment utilisé comme tel. C'est, le Monkey Temple, tu vois? C'est le temple, situé sur la petite colline où il y a plein de singes, où c'est le quartier où moi j'habitais. Donc il y a un petit monastère, mais tu peux pas, visiter le monastère. Tu peux aller voir les prières, quand il y en a. Pas toutes à mon avis, mais voilà. C'est plus un lieu-dit, quoi. Ici, on a une photo de toi. Donc, je la décris un petit peu parce qu'il y aura pas l'image. Il y a une photo de toi avec, plusieurs jeunes. Ils ont l'air d'avoir, entre 12 et 17 ans, on va dire. Mmh. Bah, ça, du coup, c'était à mon stage, hein, avec les enfants des rues. Donc c'est des enfants des rues qui sont là. Et ils ont quel âge plus ou moins? Je pense qu'ils sont plus jeunes que 12, pas tous, mais il y avait un bébé même dans l'abri, donc voilà, oui, je pense que c'est une moyenne de 8 plutôt, quoique le petit là, je pense qu'il en avait même 6 ou 5, peut-être 6. Ouais, plutôt 7. Allez, on va dire 7. Je crois que le plus âgé, il avait 20 ans. Il y a beaucoup d'entraide entre eux? Ils sont très, très amis entre eux ou il y a de la Ils vivent dans la rue, donc ils fonctionnent comme des gangs. Donc je sais pas si on peut vraiment appeler ça de l'entraide. Je pense que, oui, il y a de l'entraide, mais ouais, c'est une question de survie et par exemple, on va utiliser le plus petit mignon pour aller gratter de l'argent, aux touristes, après, l'argent va aller au big boss de la bande, quoi. Enfin, tu vois? C'est des fonctionnements, différents, quoi. De l'entraide, il y en a sûrement, mais ça reste de l'entraide, ouais. C'est particulier. C'est pas de la même entraide que nous, quoi, tu vois? Genre, ouais, c'est un autre contexte, quoi, du coup, c'est ça, ouais. voilà. Ici, c'est, ta famille, c'est ça? Ta famille Ouais, népalaise? c'est ça, c'est Ama, donc ma maman népalaise qui est au milieu et puis après à côté, il y a ma tante, Barka.
Ça, c'est OK. chez eux, en fait. C'était chez ma maman et Thaïs, avant le tremblement de terre. Et eux, leur maison s'est effondrée, elle s'est détruite ou quoi? Elle Ou... a craqué, en fait, donc ils sont partis. Ils ont changé de maison. Et une dernière photo qui est assez belle, c'est celle-ci avec les montagnes derrière. Ouais, ça, c'est au monastère de Namo-Buddha que je disais que j'allais parfois en dehors de la vallée pour me ressourcer. Un beau paysage. Ouais, c'est hyper beau. Il y a vraiment une vue sur l'Himalaya qui est magnifique et on peut voir l'Everest et tout. Donc voilà, c'est de Katmandou, tu peux prendre des bus locaux. Moi, j'aime bien, je trouve ça assez chouette à faire. Mais bon, faut aimer quoi, prendre les bus locaux. Là, ça va être le tour des questions. Je sais pas si Natacha, tu as des questions à poser à Aurélie, si tu as envie d'intervenir un petit peu. Mais j'avais quelques questions, mais Aurélie a bien fait le tour, donc mais voilà. Quel conseil elle pourrait éventuellement donner à un jeune qui a envie de partir, C'est une très bonne question. Oui. Euh, Bah, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de partir, c'est juste pars, en fait. Sur place, tout se mettra bien et surtout maintenant, allez, moi, j'ai commencé à voyager, on n'avait pas de smartphone, maintenant, on a des smartphones, on a tout à portée de main, mais justement, je trouve qu'il faut faire attention avec ça parce que du coup, on a trop à portée de main et du coup, on en devient même perdu. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus à l'instinct et on y allait, quoi. Il fallait avancer, bah, on avançait et quand on cherchait des hôtels, il fallait les chercher directement sur place. Maintenant, on peut tout réserver sur son téléphone. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de voyager, en fait. Il faut le faire et quand on l'a fait une fois, on se rend compte qu'en fait, c'est facile. Entre guillemets, hein, on est d'accord? Un, Oui. un très bon conseil, je crois. Est-ce que tu as envie d'encore dire quelque chose, Aurélie? Si tu as envie qu'on a oublié de... Heu Non, pas spécialement. Après, si, comme tu as dit que ça allait être refait en podcast, si quelqu'un veut m'envoyer un mail avec des questions et tout, faut pas hésiter. Voilà. Après, je pense aussi, je voulais juste rajouter qu'il existe aussi des sites internet comme le Woofing, qui est donc un échange de pouvoir travailler et en échange, t'es logé et nourri. Et ça, j'en ai déjà fait en Mongolie et au Canada. C'est assez chouette parce que du coup, on se retrouve directement dans la population, bah, surtout en Mongolie, c'est assez, voilà, c'est assez différent du Canada, hein, de notre culture en tout cas. Donc ça aide quand on n'a pas beaucoup d'argent en fait, parce qu'en échange, on est logé et nourri. Et alors, il y a le couchsurfing aussi qui est vraiment pas mal. Et donc ça, c'est des personnes qui proposent de venir dormir chez eux, mais donc sur leur canapé. Donc le principe du couchsurfing. Sauf que ben, parfois on a des chambres et tout, donc voilà, et c'est vraiment de l'échange. Donc c'est vraiment quelqu'un qui veut partager avec quelqu'un d'autre en lui disant bah, viens dormir chez moi, voilà quoi. Et ça, j'ai fait beaucoup, j'ai même accueilli des gens à la maison quand j'étais à Bruxelles. Il y a encore d'autres trucs, hein. Il y a Workaway, il y a un autre truc aussi que Workaway, mais je sais plus. Et ça, Workaway, c'est gratuit. Parce que Woofing, il faut quand même s'inscrire et payer un truc. Couchsurfing, c'était gratuit, maintenant il faut payer. Workaway, c'est gratuit aussi. Voilà, il y a plusieurs sites comme ça. Si jamais on hésite un peu, qu'on a un peu peur pour se lancer, voilà quoi. Ça va très bien. Mais je te remercie en tout cas de tous tes conseils. Tu as une adresse mail si par exemple quelqu'un veut te contacter. T'as pas lancé une page Instagram ou Facebook pour tes projets De de bol, ouais. vol, c'est ça? Donc en fait, je fais des soins au bol. Je me suis formée au Népal à la guérison. Bon, après, il faut y croire, évidemment. La guérison par les bols tibétains. Et donc, c'est vraiment au niveau des énergies de son corps et tout ça. Donc, j'ai une page Facebook que j'ai lancée qui s'appelle Les bols tibétains dorés. Et voilà. Donc, si jamais vous pouvez aller voir. Et si vous avez des questions, même si c'est des voyages, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Il faut voyager. Et tu peux nous donner ton adresse mail? Ouais, c'est auréliefilipart@gmail.com. Ok, Donc, ça Phili2Part. va. Ça va. Ouais, je te remercie beaucoup Aurélie et à très bientôt, j'espère. Et Ouais, à très bientôt. passe une très bonne soirée. Merci, hein. Avec Merci pour ce plaisir. beau témoignage. Et merci Avec plaisir. Natacha d'être venue aussi. À bientôt. Ouais, avec plaisir aussi. Bonne soirée. Salut.